Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons commencer le conseil municipal donc, du 20 novembre 2023. Donc, je salue tout le monde de leur présence. Donc, les convocations et dossiers ont été transmis par mail le mercredi 14 novembre 2023, accompagnés des projets de notices explicatives et de délibération. La remise en format papier a été faite le mardi 14 novembre 2023 aux membres du groupe d'Épinay demain. Voilà, donc je vais procéder à l'appel nominal des conseillers municipaux et voir s'il y a de retard, mais normalement il n'y a pas de retard. Donc Marchaud Olivier présent, Castin Laurence. Présente. Gallet Vincent. Présent. Panzani Sylvie. Présent. Franck Barrière. Présent. Hélène Lequeux. Présent. Nathan Fabreau. Présent. Christiane Martin. Présent. Brice Walter. Présent. Serge Duchesne. Présent. Anne Chabria. Christian Marais. Marie-Laure Luthier. Jean-Marie Chi. Muriel Dorland, excusé, procuration pour Hélène Lequeux. Christophe Randouin, excusé, procuration pour Nathan Fabreau. Christelle Bourdou. Présent. Olivier Gallet. Présent. Séverine Le Poulain. Ghislain Didry, excusé, procuration Olivier Marchaud. Thomas Turquie, excusé, procuration à Gilles Dugastre. Pauline Desailly, excusé, procuration à Séverine Le Poulain. Sophie Gaudry, excusé, procuration à Franck Barrière. Omar Haddad, excusé, procuration à Christiane Martin. Monique Draghi. Marc Lacassagne. Bienvenue au conseil municipal, c'est votre première. Sébastien Blotière. Corinne Berras, excusé, procuration à Mélanie Dorlancourt. Pascal Legouge. Mélanie Dorlancourt. Adrien Futol, excusé, procuration à Sébastien Blotière. Et Maurice Legouge, excusé, procuration à Pascal Legouge. Donc, le quorum est bien atteint. Hein, donc, on a passé le cap des 17. Donc, on a 17 conseillers municipaux présents. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, je vais désigner le secrétaire de séance pour ce soir. Je n'y vois aucune question de bizutage, mais voilà, Marc Lacassagne sera le secrétaire de séance aujourd'hui. Donc, bravo pour cette fonction hautement importante dans ce conseil. Bravo. On va débuter le conseil par des réponses aux questions de l'opposition lors du dernier conseil municipal. Donc, M. Legouge a demandé à quelle date le pont de Charintru a été accepté dans les biens de la commune. Donc, la réponse est: les ponts appartiennent aux propriétaires de la voie portée selon une jurisprudence constante du Conseil d'État depuis 1906 et réaffirmée récemment. Donc, c'est au Conseil d'État, le 14 décembre 1906, préfet de l'Euro réaffirmé dans un arrêté en date du 26 septembre 2001. Les ponts sont considérés comme des éléments constitutifs des voies, donc ils relient les parties séparées de façon à assurer la continuité du passage. En l'occurrence, le pont de Charintru, construit dans les années 50, 56 pour être exact, appartient donc à la commune d'Épinay-sur-Orge sans qu'une quelconque rétrocession ait été nécessaire. Par conséquent, la ville est responsable de son ouvrage et à ce titre est tenue de réaliser tous les travaux nécessaires pour empêcher sa dégradation et assurer sa sécurité. Voilà. J'ai répondu à la question. Vous pouvez appuyer sur le bouton pour... Je disais oui, tout à fait, vous répondez à la question et donc je confirmais que du coup il n'y avait pas de rétrocession comme vous l'aviez dit la dernière fois, puisqu'on demandait la date de rétrocession suite justement à ce que vous aviez dit. Effectivement, donc on a bien vérifié. Donc, la question c'était à quel moment la fin de la construction se fasse. Et voilà, donc on a refouillé dans l'archéologie des constructions de ces bâtiments et voilà, on a conclu à cette finalité. Nous allons passer maintenant au traitement et à l'examen de toutes les délibérations. Oui. Attendez.
Oui. Il y a deux petites choses qui ne sont pas tout à fait exactes dans le compte-rendu. En page 12, il est écrit 2000 enfants, alors que M. Le Gouge Maurice avait dit plus de 1000 enfants dans les années 2000. Allez-y, dites la deuxième pendant qu'on y est. Voilà. Et toujours page 12, vers la France, 1, 2, 3, 4, 5, 5 vers la fin. Nous avions prévu à côté de faire une école, c'était indiqué, c'était une extension de l'école. Ok, on va prendre en compte donc, ces quelques modifications. Et donc, on va cependant approuver le procès-verbal, parce que je ne pense pas que ce soit forcément ça aille contre nature, en tout cas sur le procès-verbal. Donc, est-ce qu'il y a d'autres remarques et d'autres questionnements sur le compte-rendu? Non. Donc, je n'en vois pas. Donc, nous allons passer au vote. Donc, qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité. Donc nous allons maintenant définitivement commencer par examiner les délibérations. Donc la première délibération numéro 1, c'est l'adoption du règlement intérieur du conseil municipal. Donc selon l'article L 2121-8 du Code général des collectivités territoriales, dans les communes de 3500 habitants et plus, le Conseil établit son règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent son installation. Donc nous sommes dans ce créneau. Donc nous devons de ce fait revoir le règlement intérieur qui a été adopté en 2001. Donc pour ce faire, comme c'est un document important dans le fonctionnement de notre démocratie locale, nous avons fait le choix de l'envoyer à Épinay-Demain un peu en amont, voilà, pour qu'ils aient le temps de l'examiner. Donc le document est envoyé le 8 novembre. On ne va pas forcément le reballer en séance, parce que je pense qu'il n'y a pas forcément de sens à le faire. Juste quand même pour dire un peu ce qui s'est fait. Il y a eu quelques réorganisations d'articles pour qu'il y ait une lisibilité un petit peu plus, enfin un peu meilleure en tout cas du règlement. On a voulu systématiser le lien vers les articles du CGCT. On a rajouté la notion de vœu, qui était une notion qui n'était pas apparente dans le règlement intérieur, donc c'était un manque. Donc pour compléter la partie relative aux motions et aux questions. Donc maintenant on a bien aussi le principe des vœux. On a ajouté quelques éléments assez simples, notamment sur l'envoi des documents digitales. Et ça, c'est relatif en tout cas à la délibération qu'on avait prise sur la charte informatique, hein, et notamment aussi sur le traitement des données. Donc on voulait mettre aussi en cohérence le règlement intérieur. Et on a aussi précisé sur tout ce qui était envoi en digital. Aujourd'hui, on envoie encore dans format papier, mais c'est pour bien cadrer en tout cas tout ce qui était envoi en digital. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des remarques, des questions sur le règlement intérieur? Oui, monsieur Le Gouge. Alors, il y a des petites coquilles. Page 5, dans l'article 7, la première phrase, vous mettez au milieu, ou à défaut par elle, au lieu de celle, ou celui qui le remplace. Vous avez aussi en page 11, puisqu'on a changé, avant c'était Madame le maire, et vous avez laissé les vœux sont remis à Madame le maire, alors que il me semble bien que vous êtes un homme. Merci de cette précision. A priori, j'avais oublié, merci. Je n'irai pas vérifier, mais... Monsieur Le Gouge, on ne prendra pas ça de l'insubordination, voilà. Et j'avais une autre chose sur le point... Non. Si, sur le règlement intérieur. Alors, j'ai plus l'article sous les yeux. Donc, justement, c'est ce que vous disiez par rapport au fait de l'envoi des documents informatiques.
En fait, il y a une loi du 17 juillet 1978 qui autorise la communication aux non-élus des listes d'opposition de recevoir les notes de présentation. Or, dans ce que j'ai lu, vous dites qu'il est interdit d'envoyer les informations avant le conseil municipal. C'est ça, c'est sur la SEC. Non, les séances dernières, pardon, c'est pas public. Non, c'est pas sur Non, c'est pas ça. D'autres remarques, non? Oui. Là, c'est une question. Dans l'article 33, chapitre 6, article 33, conformément à l'article du présent règlement, qui en précise les modalités, tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. Donc ma question, c'est est-ce que du coup, si ce sont des affaires de la commune mais qui ne font pas objet de délibération, on n'a pas le droit d'être informé? Au même titre qu'un citoyen lambda. Voilà, mais pas au titre de conseiller. On va attendre les derniers commentaires de M. Le Gouge. Oui. Plus de questions? Moi, plus de questions. J'attends toujours la réponse par rapport à... Alors, pour le point sur la vérification sur l'envoi, donc on va vérifier par rapport à la jurisprudence que vous avez évoquée. Mais aujourd'hui, il y a tout de même une pratique qui est d'usage, c'est que les documents envoyés peuvent être diffusés au sein du groupe. Donc, il n'y a pas forcément de sujet. Et il peut y avoir aussi une gestion en interne. Voilà. C'est pas comme ça que j'ai lu la présentation. Non, mais voilà, okay. Monsieur Blottière. Merci, monsieur le maire. Alors, c'est avec attention que j'ai lu ce règlement qui nous a effectivement été communiqué dans un temps largement suffisant pour pouvoir l'examiner. Je vous remercie, monsieur le maire. Préalable. Alors, sur le fond, une petite remarque sur le droit d'amendement, puisqu'on est dans une assemblée délibérative, et le droit d'amendement est un principe fondamental en matière de démocratie locale. Je trouve qu'il est dommage qu'on n'ait pas permis, comme le législateur nous le permet, un droit d'amendement à tout moment jusqu'au moment de la séance. Là, on a un droit d'amendement 48 heures avant. Si on décompte 48 heures, on a les 5 jours francs du délai. À 48 heures, ça réduit finalement le temps de travail qu'on peut avoir entre le moment où on a, nous, les délibérations, ou même vos colistiers, et finalement le moment où on peut déposer un amendement. Le législateur prévoit une possibilité de déposer un amendement lors de la séance, mais je crois que quand il est de portée mineure, il peut être renvoyé à une commission, enfin donc notre réunion. Peut-être que là, on aurait pu apporter une amélioration que je propose maintenant, mais qui ne va donc pas être acceptée, mais qu'on aurait pu éventuellement, si on s'était vu lors de la réunion, et autant pour nous, et autant pour tout le monde, peut-être discuter, voilà. Donc là, on aurait pu imaginer une amélioration. Bon, ceci étant dit, on en prend acte. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous suggérer? Ceci dit, si vous êtes partant pour éventuellement prendre acte de ma proposition, ce sera une très bonne chose. Qu'apporte la notion de vœu dans ce règlement qu'on n'avait pas jusqu'à là? Je vois mal la différence entre motion et vœu. La motion, ça concernerait la commune et sa population, donc quelque chose de beaucoup plus large que les vœux, et les vœux d'une affaire qui ressort du conseil municipal, c'est-à-dire tout ce qui est listé par le Code général des collectivités locales, de la compétence du conseil municipal, et donc finalement le vœu est plus restreint que la motion. Mais est-ce que la motion ne pouvait pas regrouper le vœu aussi? Enfin, je vois pas trop la nuance en fait. Voilà, c'est donc une proposition, élargir le droit d'amendement à la séance, et puis une petite remarque qui est sous forme de question sur la différence entre les motions et les vœux. Merci. Écoutez, je vous remercie pour vos remarques. Donc, on va regarder. Alors, ce que je vous propose, c'est que pour les quelques amendements, comme on voit qu'ils ne sont pas forcément des motions ou des amendements de fond,
où c'est plutôt des précisions ou des motions des amendements de forme. Je vous propose qu'on vous laisse jusqu'à vendredi pour nous les formaliser, voilà, et surtout qu'on ait la traçabilité. Vous nous les formaliser pour vendredi. Tout autant, on va quand même procéder au vote en la matière, mais voilà. Mais ça sera évidemment inscrit au compte-rendu qu'on accepte en gros les quelques derniers amendements avant vendredi. Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques, donc nous allons procéder au vote. Qui vote contre? Oui, mais après, on ne va pas la repasser. Donc, vous êtes contre le règlement intérieur. Voilà. Donc, acte. Qui s'abstient? Qui vote pour? Donc là, le règlement intérieur est adopté à la majorité. Donc nous allons passer maintenant à la délibération numéro 3, qui sera qu'une prise d'acte. Donc c'est la présentation du rapport d'activité 2022 de la communauté d'agglomération Paris-Saclay. Et je donne la parole à Vincent Gallet. Merci, Monsieur le Président. La communauté d'agglomération, si vous avez eu le rapport. Excusez-moi. La communauté d'agglomération Paris-Saclay, vous avez eu le rapport d'activité 2022. Je pense que vous avez au moins regardé les premières pages et vous êtes imprégné des chiffres marquants. Voilà, ça s'inscrit dans un cadre légal. Donc, là, conformément à l'article 5211-39 du Code général des collectivités territoriales, le président de l'établissement public de coopération intercommunale EPCI, pour nous c'est M. Grégoire de Lasteyrie, adresse chaque année au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique, au cours de laquelle les représentants de la commune, à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, sont entendus. Le document a essentiellement pour objet de permettre l'instauration d'un débat démocratique au sein des conseils municipaux, des communes membres de PCI et d'améliorer la transparence du fonctionnement de ces établissements. Pour l'année 2022, les actions suivantes ont été menées par la communauté d'agglomération Paris-Saclay, la CPS, dans les domaines de compétences de l'intercommunalité. Donc c'est important de comprendre qu'effectivement, l'intercommunalité, elle est régie par deux textes, par les textes légaux et aussi par ce qu'on appelle le projet de territoire et le pacte financier. Mais au-delà de ça, c'est surtout les compétences de la communauté d'agglomération qui sont importantes. Donc, une des compétences la plus importante aux yeux de la majorité de cette PCI, c'est le développement économique. Donc, accompagner la création d'entreprises, connecter les talents, encourager et sensibiliser à l'innovation, renforcer l'attractivité du territoire. De nombreuses actions pour l'emploi menées en partenariat avec la Maison de l'Emploi, de l'Insertion et de la Formation Paris-Saclay, le MEIF. Une politique jeunesse active, journée de l'entrepreneuriat, étudiants, forum de l'apprentissage. Mobilité, développer le réseau de bus et de navettes. Je vous rappelle qu'il y a effectivement beaucoup de bus et de navettes. C'est quelque chose qui peut être intéressant de regarder année après année l'évolution du nombre de bus, de lignes, etc. Parce que c'est quelque chose sur lequel il y a un gros travail qui est fait. Favoriser la mixité des transports et les circulations douces. Numérique, développer les services et les usages numériques, déployer les infrastructures numériques. Je me permettrais bien aussi éventuellement entamer des recours contentieux en cas de problème. Voilà. C'est évoqué dans le rapport. Aménagement, accompagner les grands projets d'aménagement, entretenir et aménager la voirie et l'espace public communautaire, protéger l'agriculture. Transition écologique, le plan climat, promouvoir la biodiversité, préserver le cadre de vie. La gestion des déchets et des actions telles que le défi zéro déchet ou le plan compostage. Eau potable et réseaux hydrauliques,
optimiser le service de distribution d'eau, protéger et entretenir le réseau d'assainissement, politique de la ville et action sociale, renforcer la cohésion sociale, répondre aux besoins de logement, informer, prévenir et sensibiliser, culture, tourisme et sport, développer l'activité touristique, fédérer un réseau d'établissements culturels, animer le territoire, soutenir les pratiques sportives, mutualisation des services, développer la mutualisation. Bon, le conseil communautaire de la communauté Paris-Saclay a pris acte de la présentation du rapport d'activité de la CPS pour l'année 2022 dans sa séance du 20 septembre 2023 et au préalable, ça avait été soumis à la conférence des maires qui se tient au minimum une fois par an et dans le cas qu'une seule fois par an, où effectivement le rapport a été soumis aux maires. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Je pense que si vous avez lu attentivement, vous avez pu trouver quelques erreurs. Moi, j'en ai vu quelques-unes. J'attends effectivement vos questions et je ne suis pas sûr de pouvoir répondre. Il y a quand même 110 pages dans ce rapport, mais n'hésitez pas. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Monsieur Blottier, après, il faut... Oui. Il faut voilà. On a perdu monsieur le maire. Je vous remercie pour cette présentation, puis ce rapport qui est effectivement assez intéressant. En fait, moi je me pose toujours... Bon, après, il y a une certaine ambition. L'intercommunalité, c'est un vrai sujet. On fait un pas en avant, 2 pas en arrière. On fait un pas en avant et on fait 3 pas en arrière. C'est un peu ça. C'est peut-être dommage, parce que quand même on est attachés tous à nos communes. Et ce qui pose la question, c'est... Moi, je me pose toujours la question des transferts de compétences. Où on en est, quelles pourraient être les ambitions pour Épinay-sur-Orge et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer en la matière qui pourrait apporter à notre ville. Moi, je pense à une compétence. Je pose plus la question, et à la limite, j'aimerais bien avoir l'avis de la majorité de monsieur le maire, c'est pourquoi ne pas transférer la voirie. Quand je vois au budget primitif le crédit qu'on a mis pour la voirie, finalement, il y a peut-être une impasse budgétaire en la matière. Est-ce que la mutualisation que pourrait apporter l'intercommunalité pourrait apporter une solution qu'on n'a pas forcément pour Épinay-sur-Orge? Donc, c'est un exemple, hein, mais ça pourrait être d'autres exemples. Et je sais qu'il y a une culture un peu rétive à transférer ces compétences, parce qu'on est, comme je disais au préalable, on est tous attachés finalement à ce premier cercle administratif qui est la commune. Donc voilà, pourquoi pas, où on en est, est-ce que vous avez des projets ou des ambitions de plus de transfert de compétences ou reprendre des compétences? Voilà. Bon, alors, je peux dire que ce n'est pas tellement l'objet de la prise d'acte de ce soir. C'est-à-dire que on peut avoir un petit débat parce qu'on ne parle pas souvent de l'agglo. Je vous propose au moins que pour la partie la compétence voirie, que ce soit Muriel Dorland qui vous en parle, c'est elle qui porte cette délégation au niveau de l'agglo. Oui, très bien. Je passe la parole à Muriel, effectivement, c'est plus pertinent. Et bon, voilà, en tout cas, je pense qu'elle va vous décrire exactement ce qui se passe à l'agglo, parce que je pense qu'elle a un regard éclairant, en tout cas, sur ce sujet-là. Merci, Muriel. Bien, bonsoir à toutes et tous et désolé pour le retard. Alors, c'est pas un sujet c'est pas une question à laquelle on peut répondre comme ça, je dirais, de but en blanc lors d'une conversation aussi publique soit-elle lors d'un conseil municipal. Le transfert de la voirie est une décision politique importante. Parce que, certes, la communauté d'agglomération apporte toute l'ingénierie, tout le backup qui est important pour les directeurs généraux de services. Néanmoins, les travaux proprement dits de voirie, de dévoiement de réseau, de sécurité, d'aménagement des abords restent à la main des communes et en fonction d'un budget qui est décidé par les communes. Donc, pour résumer, si la commune d'Épinay-sur-Orge ne peut accorder que 200 000 € par budget et par an pour la réfection de sa voirie,
la communauté d'agglomération n'abondera pas plus sur le strict point du financement des travaux, abondera sur le reste, sur l'accompagnement, marché public, etc., mais pas sur les travaux. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la communauté d'agglo est un soutien, un renfort en termes de travaux de voirie, mais ne fait pas les travaux à la place de la commune. Voilà. Donc effectivement, quand j'étais maire, on s'était vaguement posé la question. Et pourquoi vaguement? Parce qu'en fait, à l'époque, il manquait du monde, c'est-à-dire les cadres, il y avait une organisation qui était un petit peu à revoir, du fait d'un système un peu ancien, enfin d'une organisation un peu ancienne qui reposait sur ce qui existait du temps de la fusion. Là, à l'heure actuelle, l'équipe est toujours en cours de renouvellement, mais l'équipe d'encadrement a été renouvelée et la compétence voirie est repensée autrement. Effectivement, c'est une question qu'on peut légitimement se poser, à condition toutefois d'avoir les moyens financiers nécessaires à mettre là-dedans. Bon, voilà, je me garderai bien d'aller plus loin. Parce que... Oui, et puis c'est vrai que c'est aussi une compétence qui n'est pas vraiment, qui est pas très dynamique. C'est-à-dire que c'est pas la tendance. Il y a peu de gens de villes nouvelles qui se posent cette question-là. Alors si, il y a Chilly-Mazarin et puis je ne sais plus qui d'autre. Il y en a une deuxième qui veut transférer, il y en a qui détransfèrent, enfin ça dépend vraiment des possibilités et des envies des communes. Maintenant, voilà, je n'irai pas plus loin que ça sur ce point. Et il y avait autre chose, il y avait une autre question? Non, c'était une manière globale. Pardon. Je voulais juste dire en complément, effectivement, on s'était posé la question il y a un an et demi, je ne sais plus. On bénéficie quand même du soutien à l'investissement voirie, hein, donc ce n'est pas tout à fait l'équivalent, bien sûr, du transfert de délégation de la voirie à l'agglomération, mais quand même, on bénéficie de ces subventions. Et effectivement, si on a 200 000 € à mettre, ce n'est pas l'agglo qui va nous mettre 1 million au bout, hein. Ça, il ne faut pas rêver. Donc voilà, juste pour conclure, hein, donc je vous remercie en tout cas pour vos interventions respectives, hein, Muriel, Vincent et Laurence. En fait, voilà, il faut avoir en tête qu'il n'y a pas vraiment une règle d'or aujourd'hui en termes de transfert, hein. Il y en a qui intègrent, il y en a qui ressortent de la délégation. Mais ce qui est important, c'est surtout le côté proximité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait de garder la voirie dans nos compétences, ça nous garantit une forme de proximité. Bon, il peut y avoir débat sur cette notion de proximité. C'est vrai que quand c'est l'agglo, on peut avoir un peu le côté d'isolement qui peut agir. Bon, je ne suis pas dans les faits complètement convaincu, mais c'est un peu la réalité. Donc, pour ça que le sujet a été effectivement abordé, on n'a pas abouti à avoir une volonté de transférer la voirie aujourd'hui. Voilà. Donc, on considère que la prise d'acte est votée, donc on prend acte, et donc, non, tu n'as pas de vote. T'as pas de vote, Non, on prend acte. Donc, nous avons pris acte donc, de la présentation du rapport pour l'agglo. Je vais revenir, parce que j'ai oublié la délibération numéro 2, et j'ai vu que Mme Dorlancourt était tout à fait... suivez le sujet. Donc, la délibération numéro 2, c'est la création de la commission municipale d'examen des subventions au bénéfice des associations spinoliennes et des nations de ses membres. Donc, c'est un petit peu dans la continuité de ce qu'on a dit sur le règlement intérieur. L'idée, c'est qu'on avait constitué dans ce cadre-là d'une commission vraiment pour attribuer les subventions aux associations spinoliennes. C'était assez logique compte tenu du fait qu'on aime la transparence, en tout cas vis-à-vis de ce qu'on utilise comme deniers publics et notamment ce qui est versé auprès des associations. Donc l'idée, c'est qu'à chaque demande, en fait, donc cette commission qui est ouverte à la fois à la majorité et à l'opposition permet d'instruire ces sujets-là et donc d'argumenter et donc de donner des réponses en tout cas aux besoins de la subvention qui est demandée. Voilà. Donc l'intérêt de cette commission, elle est vraiment pour cela. Donc en délibérant, ça permet aussi quand même de l'officialiser, chose qu'on n'avait pas forcément bien cadrée avant. Donc en tout cas, voilà, l'idée c'est de délibérer pour.
Pour ce faire, il faut qu'on désigne les représentants. Donc, on a convenu donc, avec M. Blottière en amont pour éviter un vote que les représentants seront Laurence Castin, Nathan Fabreau, Hélène Lequeux, Brice Walter et Corinne Berras. Voilà, donc l'idée, on va procéder au vote directement. Donc, on va procéder au vote, donc c'est la délibération. Donc, qui est contre la création de la commission avec ses membres? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, la délibération numéro 2 est approuvée à l'unanimité. Donc, nous allons maintenant passer à la délibération numéro 4. Donc, désolé pour ce saut. Donc, nous allons revenir sur une présentation d'un rapport d'activité. Donc là, ça sera du syndicat mixte Orge, Yvette, Seine, plus particulièrement SMOIS. Voilà, c'est toujours un mot qui nous fait rire. Enfin, voilà. Donc, ça sera Laurence Castin qui va donc le présenter. Pardon. C'est ce cher SMOIS. Voilà. Donc, le SMOIS, syndicat mixte fermé, Orge-Yvette-Seine, est un établissement créé en 1922. Nous avons fêté son centenaire il y a quasiment un an, le 16 novembre l'année dernière. Initialement, il était chargé de l'organisation et du fonctionnement du service public de distribution d'électricité et de gaz, et il est devenu, par une évolution institutionnelle, autorité organisatrice du service public de l'énergie, AODE, contrôlant les 2 concessions de gaz et d'électricité confiées respectivement à GRDF et Enedis. Il exerce depuis 2016 la compétence infrastructure des recharges de véhicules électriques, IRVE, pour l'ensemble de ses adhérents. Conformément à l'article L5211-39 du Code général des collectivités territoriales, le président du syndicat adresse chaque année au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal, ce que nous faisons à l'instant. Le document a pour objet de permettre l'instauration d'un débat démocratique au sein des conseils municipaux et d'améliorer la transparence du fonctionnement de ces établissements. En 2022, les actions suivantes ont été menées, notamment l'adoption du schéma directeur de déploiement des bornes IRVE sur le territoire du SMOIS, la sollicitation et surtout l'obtention d'une subvention d'1,4 million d'euros de la région Île-de-France pour le déploiement des bornes de recharge électrique, l'adoption d'une nouvelle grille tarifaire des IRVE à compter du 1er mai 2022, des réalisations de travaux d'enfouissement des réseaux pour les communes de Paray-Vieille-Poste, Chilly-Mazarin, Leudeville-sur-Orge, la mise en place d'un groupement d'achat d'énergie, fourniture de gaz et d'électricité, l'accompagnement à la mise en œuvre du décret tertiaire, la mise en place d'une prestation de service pour accompagner les communes au suivi énergétique des bâtiments communaux par l'intermédiaire d'un outil en ligne. Donc, vous avez également eu effectivement le rapport complet que vous avez pu lire dans le détail. Donc, si vous avez des questions, je suis prête à vous répondre. Vous avez des questions? Non. Donc, je compléterai juste une petite chose. On vote d'abord. Juste une petite chose à propos, donc l'année dernière, on descend à 112 €, donc un peu moins que la moitié. Voté à l'unanimité. Délibération numéro 7, relatif au routement de contrat d'engagement éducatif. Donc le contrat d'engagement éducatif a été créé donc, par le décret 2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à l'engagement éducatif pris
pour l'application de la loi 2006-586 du 23 mai 2006 relatif au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. Si vous avez un souvenir, on a délibéré sur ce type de délibération le 29 juin 2023, notamment pour recruter ceux qui s'occupaient de l'îlot sportif. Voilà. Donc là, on reproduit la même délibération pour une activité pour cet hiver, pour une sortie à la montagne. Voilà. Donc on délibère justement pour la création de ces 2 postes pour le séjour. Voilà. Donc il fera donc d'ailleurs, ça fera l'objet d'une délibération à la suite, mais on en reparlera. Donc voilà. Donc l'objet de la délibération, c'est vraiment pour le recrutement de contrats d'engagement éducatif. Des questions? Non. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Donc la délibération numéro 7 est approuvée à l'unanimité. Donc nous allons passer maintenant à la délibération numéro 8, qui porte sur la modification du règlement intérieur du RELI Petite Enfance. Et donc je vais passer la parole à Franck Barrière. Merci. Effectivement, donc, dans le cadre de sa politique petite enfance et de soutien à la parentalité, la commune d'Épinay-sur-Orge entend poursuivre sa dynamique en renforçant une action qualitative en faveur du mode de garde proposé aux familles par les assistantes maternelles indépendantes et agréées par les services de la PMI départementale. Sur la commune, 36 assistantes maternelles agréées exercent leur activité professionnelle et fréquentent le relais petite enfance, RPE, dans le cadre de temps collectifs proposés. Et la volonté municipale vise ainsi à renforcer et à améliorer les conditions d'accueil élargies au sein du relais petite enfance, tant au bénéfice des assistantes maternelles agréées que de celui des parents employeurs. Il s'agit en somme d'une mesure permettant d'apporter une réponse plus concrète aux besoins d'accompagnement des familles en recherche de mode de garde, ainsi que celle visant à favoriser la professionnalisation progressive des assistantes maternelles agréées. Cette nouvelle dynamique est traduite par une mise à jour du règlement intérieur de la structure. En effet, le règlement de fonctionnement du relais petite enfance précise les modalités de participation et les règles de fonctionnement de la structure en complément des décisions municipales portant sur la tarification, remise aux assistantes maternelles agréées et aux parents qui fréquentent le lieu. Il comporte notamment plusieurs volets, dont les modalités d'admission et les différents types de temps d'animation proposés, les horaires de fonctionnement. Il est proposé de délibérer pour mettre à jour ce règlement de fonctionnement, notamment pour y intégrer les modifications qualitatives suivantes. Élargissement de l'amplitude horaire d'accueil, avec une ouverture de la structure l'après-midi, mise en place de rendez-vous individualisés avec les familles, simplification des modalités d'accueil dans le respect des exigences proposées par la Caisse d'allocation familiale. L'Assemblée est invitée à délibérer favorablement en approuvant l'évolution proposée du règlement intérieur annexé. Y a-t-il des questions? Donc nous allons procéder au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? La délibération numéro 9 est donc approuvée à l'unanimité. La 8, pardon, j'étais déjà passé à la 9, désolé. J'enchaîne trop vite. Donc, délibération numéro 9, modification partielle de la carte scolaire. Donc, je passe la parole à Franck Barrière. Donc, effectivement, concernant la modification partielle de la carte scolaire, donc, le territoire communal est en mutation constante et de nouvelles rues et passages sont conçus. Ainsi, le projet SCCV Épinay-sur-Orge 10 rue de Grand-Vaux a justifié la création du passage Amélie de Peter, situé entre la rue de Grand-Vaux et l'allée des Rossets. D'autre part, à la suite des livraisons de la phase 2 logement de la ZAC de la Croix-Ronde, la rue Gisèle Halimi a été créée pour desservir la partie de maisons individuelles. En vue de permettre la continuité de la scolarité des enfants et de faciliter l'organisation des familles, il est proposé de rattacher la rue Gisèle Halimi, y compris une partie du chemin des Sablons,
aux écoles maternelles Templiers et école élémentaire Albert Camus, de rattacher le passage Amélie de Peter au groupe scolaire Paul Valéry. C'est pourquoi il convient de modifier partiellement la carte scolaire et d'y intégrer la sectorisation des nouvelles rues d'Épinay-sur-Orge à compter de la rentrée scolaire 2024-2025. Je vous propose donc le vote de cette délibération. Y a-t-il des questions? Oui, une petite question. Ça veut dire que les enfants qui sont déjà à l'heure actuelle, parce que rue des Sablons, de mémoire, ça doit être à Paul Valéry à l'heure actuelle, ceux qui sont déjà en cours avec des copains et ainsi de suite, changeront de secteur? Ou ceux qui sont encore... Ça sera que pour les nouveaux habitants? D'accord, merci. D'autres questions? Non. Donc nous allons procéder au vote de la délibération numéro 9. Donc pour la modification partielle de la carte scolaire, donc qui vote contre, qui s'abstient, qui vote pour. La délibération numéro 9 est adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 10 relative à l'autorisation de signature de toute convention d'accueil au sein des ACM de mineurs spinoliens en situation de handicap suivi par un CESAD. Donc je passe la parole à Franck Barrière. Donc la commune d'Épinay-sur-Orge souhaite offrir la possibilité au CESAD de faciliter l'intégration des jeunes spinoliens en situation de handicap. Et les CESAD, services d'éducation spéciale et soins à domicile, sont des services médico-sociaux constitués d'équipes pluridisciplinaires. Leur action vise à apporter un soutien spécialisé aux enfants et adolescents handicapés dans leur milieu ordinaire de vie et d'éducation, ainsi qu'à leurs familles. Cette mission se traduit par des interventions directes auprès des enfants, activités éducatives ou de rééducation, visites à domicile, observations et bilan. Ça se traduit également par l'accompagnement des familles, par des temps de travail institutionnels, réunions de synthèse, d'analyse, de pratique, d'équipes de suivi de la scolarisation. Donc ces travaux institutionnels qui permettent d'assurer l'adéquation des prises en charge par le service avec le projet de vie global de l'élève et notamment du PPS. Des éléments d'information donnés aux enseignants de l'élève également. Les CESAD interviennent principalement au sein de leur équipement. Cependant, ils ont aussi vocation à intervenir dans les lieux de vie habituels des jeunes. Et les accueils collectifs de mineurs, ACM, de la ville font partie des milieux de vie ordinaires pour les jeunes. La commune souhaite faciliter l'intégration des mineurs spinoliens en situation de handicap en permettant aux équipes des CESAD d'organiser des accompagnements éducatifs au sein de ces ACM. Afin de pouvoir définir les responsabilités de chacune des parties, CESAD et la commune d'Épinay-sur-Orge, ainsi que les modalités d'accueil, une convention devra être établie. Il est proposé à l'Assemblée de se prononcer sur le modèle de convention type, si annexé, en autorisant Monsieur le maire ou son représentant à signer chaque acte qui sera décliné de manière individualisée en fonction des demandes d'accueil qui pourraient se présenter. Avant de procéder au vote, je voudrais juste saluer les services, le service jeunesse de la ville, qui a été un peu à l'initiative de cette démarche. Donc, ils nous ont sensibilisés en tout cas à ce sujet-là, par ce biais-là. Donc voilà, en tout cas, je veux les saluer officiellement parce que c'est une très belle idée et c'est quelque chose qu'on va donner plus d'ampleur justement en faisant une convention cadre pour que ça soit beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide pour pouvoir mettre en place ce dispositif. Voilà. Ouais. En complément, effectivement, le travail du service jeunesse sur ce dossier notamment, c'est aussi le fruit d'une collaboration qui est initiée depuis un certain temps, notamment avec les structures de Syrie. Qui ont été pas mal présentes notamment sur le forum des métiers. Forum des métiers qui s'est déroulé mercredi dernier, donc à la salle des fêtes Georges Pompidou. Et effectivement, on s'aperçoit que plus on initie des moments privilégiés avec ces structures
de la commune, plus en fait on est amené à travailler ensemble et à travailler ensemble notamment sur de nouveaux projets. Donc voilà, je tiens à saluer le service jeunesse et également la fondation franco-britannique de Syrie pour toutes ces initiatives qui vont dans le bon sens pour les jeunes spinoliens et notamment les jeunes en situation de handicap. Merci Franck. Donc nous allons procéder au vote. Donc déjà, est-ce qu'il y a des remarques, hein? Non. Donc nous allons procéder au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Donc la délibération numéro 10 est adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 11, donc pour l'approbation d'une convention de partenariat avec le collège André Mauroy portant intervention d'animation qui est proposée par le service jeunesse. Donc le rapporteur sera Franck Barrière. Ok, donc la commune d'Épinay a la volonté d'entretenir une dynamique partenariale privilégiée avec le collège André Mauroy en s'appuyant sur les constats suivants. La pause méridienne au collège est un temps libre pour les élèves sur lequel peuvent leur être proposées des activités. Le service jeunesse, du fait de sa vocation, est un partenaire tout désigné pour compléter l'offre au sein du collège. La visibilité du service jeunesse auprès des jeunes acquise lors de ces actions est également non négligeable et contribue au développement de ce dernier. Le service jeunesse propose depuis plusieurs années des animations au sein de l'établissement pendant la pause méridienne. Afin de garantir les limites de responsabilité de chacun des partenaires et de clarifier les engagements de chacune des parties, il est proposé de conclure une convention partenariale s'y annexer. L'Assemblée est invitée à délibérer favorablement en approuvant les termes de ladite convention et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à la signer. Y a-t-il des questions? Je ne vois pas de questions. Donc nous allons procéder au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Donc la délibération numéro 11 est adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 12 sur la fixation des tarifs de séjour organisés pendant les vacances de fin d'année pour un groupe d'enfants âgés de 11 à 17 ans. Et je passe la parole à Franck. Donc, la municipalité souhaite mettre en place un séjour activité sport d'hiver au sein du service jeunesse pendant les vacances de Noël 2023. Ce séjour fera l'objet d'une déclaration auprès du service départemental de la jeunesse, de l'engagement et des sports, la SDJES, et s'intègre au projet pédagogique de l'accueil de loisirs Point Jeunesse. Point jeune. L'objectif de ce séjour est de permettre aux jeunes de sortir de leur environnement quotidien, de leur contexte habituel, de lutter contre la sédentarité des jeunes, favoriser le développement de l'autre, la découverte de l'autre et le respect mutuel et la confiance réciproque, favoriser le vivre ensemble. Pour l'équipe d'animation, permettre d'avoir des rapports et échanges privilégiés avec les jeunes. Pour cet hiver 2023, le séjour sera organisé sur 5 jours, du 26 au 30 décembre, dans les Hautes-Alpes. Les parents dont les enfants bénéficieront de ce séjour seront facturés en fonction de leur quotient familial. Ce tarif comprend le transport, l'hébergement et les repas, ainsi que les activités. Donc en fonction des quotients, le tarif journalier ira de 16,80 € à 30,40 € pour les plus hauts quotients. Pour les extérieurs du collège, ce sera 47,40 € la journée. Donc c'est les collégiens en fait qui habitent sur Longjumeau essentiellement. Et sur les extérieurs hors collège, 67,60 €. Donc les séjours ce séjour sera ouvert à tout jeune inscrit au service jeunesse. Toutefois, la priorité sera donnée
aux jeunes spinoliens comme d'habitude. Effectivement, c'est une nouveauté pour cette année de proposer ce séjour sur les vacances de Noël. Ça correspond à ça correspond à la volonté de la municipalité d'accentuer le nombre de séjours proposés aux jeunes, mais c'est également, ça part également en fait d'un échange avec plusieurs groupes de jeunes qui étaient plutôt motivés pour partir sur cette période de vacances scolaires et sur une destination montagne. Le budget le permettant, voilà, ils ont fait des choix budgétaires et en tout cas ça va dans le sens d'un projet co-construit avec les jeunes. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'accompagner ce projet et c'est pour ça que je vous propose cette délibération. Merci Franck pour cet exposé. Donc y a-t-il des questions? Donc je ne vois pas de questions. Donc nous allons procéder au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? La délibération numéro 12 est donc approuvée à l'unanimité. Nous allons maintenant passer au sujet de travaux et de services techniques. Donc nous allons passer à la projet de délibération numéro 13, donc relatif à l'avenant numéro 2 au marché des travaux d'urgence de réfection d'un mur et d'une voirie affaissée rue des Meuniers, donc pour la société Colas. Donc je passe la parole à Jean-Marie Schils. La société Colas, comme vous le savez tous, est titulaire depuis le 31 mai 2022 du marché de travaux d'urgence de réfection d'un mur et d'une voirie affaissée rue des Meuniers pour un montant de 1 562 323,44 hors taxe, soit 1 874 788,13 TTC. En dernier CM, le 2 octobre, un avenant numéro 1 d'une somme de 114 946,33 € hors taxe, soit 137 935,60 TTC, a été établi en raison de circonstances techniques imprévues. Il est nécessaire aujourd'hui de compléter les prestations initiales par des prestations supplémentaires ayant un impact économique. En outre, la prolongation du chantier et le décalage de la date de fin de travaux aujourd'hui fixée au 15 janvier 2024 doivent être pris en compte. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les prestations supplémentaires, vous les avez tous. Je vais simplement passer... Il y a des erreurs. Bon, ben, je vais les lire. Non, attends. Non, pour l'instant, on va dire la délibération dans le format que tu prévois, il reviendra après, on posera la question. Voilà, d'accord. Voilà. Donc, il convient donc de modifier le marché de travaux d'urgence de réfection d'un mur et d'une voirie affaissée, rue des Meuniers, par un avenant numéro 2 d'un montant de 644 641,62 hors taxe, soit 773 569,94 TTC, et de fixer la fin des travaux au 15 janvier 2024. Donc vous avez un tableau où il y a eu le montant du marché initial, le montant de l'avenant 1, le montant de l'avenant qui fait l'objet de notre vote d'aujourd'hui, l'avenant numéro 2, avec le montant cumulé en fin de tableau. L'augmentation du montant du marché est de 48,62% par rapport au montant initial. Ainsi, l'article R 2194-2 du Code de la commande publique indique que le marché peut être modifié lorsque, sous réserve de la limite fixée à l'article R 2194-3 des travaux, fournitures ou services supplémentaires, quel que soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, à la condition qu'un changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques, tenant notamment à des exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial. Les prestations complémentaires du présent marché ne pouvaient pas être anticipées. Elles ne modifient pas la nature du marché initial, mais sont nécessaires pour la bonne réalisation de l'ouvrage et pour correspondre aux demandes du géotechnicien, du bureau de contrôle, de l'expert judiciaire désigné par le tribunal administratif et de la maîtrise d'ouvrage.
Un changement de titulaire n'était pas possible, puisque cela a entraîné d'importants coûts financiers, repli des installations, nouvelles installations de chantier, nouvelles études d'exécution, etc., et aurait compromis la bonne avancée de travaux de nature urgente. Enfin, il est nécessaire de souligner que le montant total du marché, y compris les avenants, se situe dans la fourchette basse retenue par la délibération numéro 33/2022 du 7 avril 2022, soit un montant estimé entre 2 millions d'euros hors taxes, soit 2 400 000 TTC, et 3 300 000 euros hors taxes, soit 3 960 000 euros TTC. Le présent objet de délibération a pour objet d'approuver la conclusion de l'avenant numéro 2 du marché de travaux d'urgence et de réfection d'un mur et d'une voirie affaissée rue des Meuniers et d'autoriser Monsieur le maire à procéder à sa signature. Merci Jean-Marie. Donc, nous allons procéder. Y a-t-il des questions? Oui. Alors, dans les prestations supplémentaires, si vous relisez la deuxième, à la demande de l'expert judiciaire désigné par le tribunal administratif de Versailles, mise en place d'une dalle béton rue des Meuniers afin de canaliser les eaux et de les envoyer dans le réseau d'assainissement. Et après, il y a marqué eaux usées. Si c'est les eaux d'assainissement, c'est les eaux pluviales. Non, le réseau d'assainissement, c'est l'assainissement, et les réseaux d'eau pluviale, c'est l'eau pluviale. C'est bien deux réseaux distincts. Les eaux usées, c'est l'assainissement. Oui, les eaux usées, c'est l'assainissement. Autre chose. La mise en place d'un béton maîtrisé et teinté beige de ce type reclis sur le mur de soutènement à la demande des riverains de l'avenue des Tilleuls, 55 710,97 € hors taxe. Les riverains de l'avenue des Tilleuls, c'est les propriétaires qui ont, il me semble, eux-mêmes fait démolir le mur. Et il me semble, je suis surpris que l'incompétence de leur entreprise soit financée notamment par la commune. Et de plus, normalement, on devait réparer la rue, si je ne me trompe pas. On devait réparer la rue en attendant une décision de justice de qui devait payer. Et à ce niveau-là, où est-ce qu'on en est justement ? Est-ce que vous avez d'autres questions? Comme ça, on les prendra toutes. C'est bon? Donc, on clôture les questions. Donc, juste pour vous répondre, où on en est aujourd'hui. Alors, déjà, pour revenir sur la teinte beige, ce choix et cette disposition a été prise dans le cadre d'un protocole qui a été passé entre les habitants donc, du bas et la mairie, parce qu'en fait, il y avait un protocole qui régit, vu qu'on est dans une procédure judiciaire. Donc, aujourd'hui, c'est dans les négociations qui ont été faites. Donc, c'est comme ça. Voilà, c'est aussi la justice qui a tranché. Et donc oui, on en est aujourd'hui. Le mur de soutènement est en grande partie finalisé. Il reste encore des aménagements arborés qu'il faut rajouter, parce qu'on voilà, on attend pour replanter un certain nombre de choses pour la partie basse côté habitant. Et là aujourd'hui, c'est toute la partie VRD qui est commencée. Donc là aujourd'hui, la rue des Meuniers est plutôt en phase de finalisation. Donc là aujourd'hui, il y a le gaz, il y a les eaux pluviales, les eaux usées qui sont en train d'être faites. Donc si vous allez aujourd'hui, travailler exclusivement que sur la partie haute, donc la partie rue des Meuniers. Pourquoi ce mur est à la charge de la commune ? Aujourd'hui, les travaux sont faits et sont à faire en urgence. Donc on a une procédure d'urgence, donc tous les travaux sont faits dans le cadre du protocole. Une fois que les travaux seront finis, qu'ils seront livrés, là il y aura effectivement la recherche de qui paye quoi. Mais en tout cas aujourd'hui, les seuls qui sont capables de payer ces travaux en urgence, c'est la collectivité. Maintenant, une fois qu'on aura fini les travaux, donc ce débat-là va commencer très prochainement, où on va rechercher les responsabilités. Déjà, la justice a déjà déterminé un certain nombre de responsabilités qui sont potentiellement partagées. Et donc, à partir de là, et de ce constat-là, évidemment, vous pouvez bien vous douter que nous allons rechercher l'argent où il est pour justement répondre aux attentes de la justice. Voilà. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans un process juridique. Voilà.
je ne crois pas qu'on puisse laisser dire que c'est les riverains de l'avenue des Tilleuls qui ont démoli le mur. Hein. Je pense que, clairement, le mur il s'est effondré suite probablement à du décaissement, à la destruction... Pour agrandir le jardin, oui. À la destruction du pavillon qui était là, mais c'est le propriétaire précédent qui a démoli son pavillon. Les gens n'ont fait qu'acheter une parcelle sur laquelle il y avait effectivement un mur. Voilà. Donc, pour ne pas avoir d'ennui juridique avec ces riverains, on ne peut pas dire que c'est eux qui ont démoli le mur. Voilà. Ouais, j'ai passé la parole à Muriel qui connaît bien le sujet. Merci. Il ne faut pas oublier qu'on est un flanc de colline, que les deux bassins, enfin les deux coteaux qui mènent vers l'Yvette et l'Orge sont gorgés d'eau pluviale et que les travaux ont été aussi retardés pour des raisons d'écoulement d'eau pluviale, d'infiltration d'eau. Donc c'est un chantier, alors j'ai entendu l'argumentaire effectivement, mais c'est un chantier que n'importe quelle entreprise ne veut pas prendre pour des raisons de responsabilité. C'est un chantier extrêmement complexe parce qu'il y a les maisons au-dessus, il y a on l'a déjà dit plein de fois ici, hein, bon, je veux bien répéter, hein, mais il y a, effectivement il y a une responsabilité humaine, mais il y a aussi une configuration du sous-sol qui fait que ces travaux sont complexes, coûteux, et je suis bien contente de voir qu'on en arrive peut-être bientôt au terme. Nous aussi, mais c'était la question de pourquoi c'était la commune qui payait. Monsieur le maire a répondu. Je voulais juste faire une petite précision par rapport aux eaux usées. Ce qui pose problème, c'est la grille d'avaloir, a priori. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais Maurice Legouche, il ne peut pas être là et qui, lui, en est un, me dit que c'est l'avaloir qui pose problème dans ce système-là. C'est pour ça que je reviendrai vers vous à ce sujet. Si ça peut vous... Déjà, c'est un sujet, il y a quand même des experts qui sont largement penchés sur le sujet. Et si c'était la Valoir qui avait fait effondrer le mur, ça se saurait. Donc voilà. Donc non, c'était pas la question par rapport au mur, c'était par rapport aux eaux pluviales et aux eaux usées, en fait. Ouais, bon, en tout cas, là, tout va être refait quasiment à neuf, donc on ne devrait plus avoir ce problème. Voilà. Donc nous allons procéder au vote de la délibération numéro 13. Donc qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? La délibération numéro 13 est adoptée à l'unanimité. Donc nous allons procéder maintenant à l'examen de la délibération numéro 14 relatif à l'avenant au marché public de travaux relatif à la rénovation de l'extension du marché couvert. Donc je passe la parole à Boris Walter. Merci, Monsieur Marché. Donc dans le cadre des travaux de rénovation d'extension du marché, donc il avait été attribué lors de la séance du conseil municipal du 28 mars donc à 6 sociétés. Pour Silo, donc ça avait été décomposé en Silo. La société Somma, la société ETBI pour l'étanchéité, donc Somma pour les démolitions, terrassements, gros œuvres, avalements, FMD pour les travaux de menuiserie extérieure, Établissement Marin pour les travaux de peinture, carrelage, faïence, UTB pour les travaux de plomberie et enfin SEDG pour les travaux d'électricité. Donc le montant initial des travaux donc, lors de la consultation s'élevait à 376 205,99 €. Et donc il a été nécessaire de compléter les prestations initiales par des prestations supplémentaires dont on a le détail dans le tableau ci-dessous. On va rapidement les décrire quand même. Donc pour la société Somma, qui était le lot numéro 1, ça concernait donc encore une histoire d'avaloir, mais sur les caniveaux pour la poissonnerie. Pour un montant de 6 163,63 €. Les compléments pour la société ETBI, ça va concerner donc une réparation de gouttière, une couvertine qui a été ajoutée donc sur l'arrière du bâtiment, entre donc le côté plutôt la poste, aussi de la zinguerie pour compléter des étanchéités, surtout en limite de bâtiment, enfin entre l'ancien et le nouveau bâtiment, enfin sur l'extension surtout. Où on a fait donc un local et des locales pour nous, enfin pour l'événementiel notamment et pour les commerçants également. Donc la société FM2 des menuiseries extérieures, c'était un tout petit avenant donc de 720 € pour une découpe du haut-vent de la boucherie, qui est devenue pendant un moment la houcherie.
puisqu'en fait, il a été décidé, alors ça, on va en parler rapidement après, c'est qu'il a été décidé par notamment le pompier, les pompiers, qu'il fallait démonter tous les auvents existants du fait qu'ils n'étaient pas aux normes coupe-feu en vigueur. Donc dans un premier temps, il a fallu le découper pour permettre les travaux de rideau métallique et ensuite de le démonter. Donc la peinture carrelage, donc la faïence qui a été rajoutée, c'est notamment en lien avec ces démolitions de auvents, puisqu'il a fallu réhabiller le mur. Donc ça, c'est pour un montant de 12 017 €. Des travaux de plomberie pour 1853,92 € qui ont été la création de points d'eau dans les réserves, les deux réserves, donc réserve ville et réserve commerçant. Et enfin, le plus gros des avenants qui concerne la société SEDG, donc les travaux d'électricité. Alors là, il y a pas mal de choses. Il y a donc les rideaux métalliques qui permettront de séparer les espaces quand il y aura des versions entre guillemets événementielles, mais qui pourront être aussi d'autres choses qui seront hors commerçants du marché, donc des animations dans les halles. Donc il y a 2 rideaux métalliques que vous avez peut-être vus si vous avez visité le marché récemment, qui sont installés, et il y en a 3 même, j'ai dit 2, 3, qui donc vont permettre de couper tout l'arrière du marché pour pas permettre de passer quand on est en version événementielle. Le contrôle d'accès du marché, qui a également été installé pour simplifier aussi les accès pour les commerçants le matin à leur local, à leur réserve, etc. Ensuite, il y a eu des ajouts de coffrets de prise. Donc ça, c'est plutôt pour des ajouts de commerçants en extérieur. C'est-à-dire qu'on a installé donc ça, c'était pas forcément prévu. Et puis, vu l'engouement qu'il y a eu sur beaucoup de demandes de gens, de commerçants qui voulaient s'installer sur le marché, il a été décidé un peu sur le tard d'installer des gros blocs extérieurs, donc sécurisés pour pas que n'importe qui puisse venir se brancher, et qui permettront à des commerçants de s'installer à l'extérieur. Une modification du système de sécurité incendie suite aux recommandations donc, des pompiers, des reprises diverses et des demandes donc, de la commission de sécurité. Donc ça, c'était notamment des rebouchages, coupe-feu, des petites adaptations comme ça. Donc voilà, donc l'augmentation du marché, ça porte en fait l'augmentation à 19,29%. Donc je ne vais pas relire tout l'article du Code des comptes publics qui indique qu'on peut modifier un marché dans la mesure où ces travaux sont donc nécessaires ou qu'il y a une impossibilité pour raisons économiques ou techniques. C'est un peu ce que disait Jean-Marie aussi tout à l'heure sur le marché de la rue. Donc des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences. En gros, ce qui veut dire, c'est que voilà, il fallait faire ces modifications. Et donc le marché peut tout à fait être upgradé dans un montant donc, de 19,29%. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Et donc, oui, voilà, ça s'arrête là. Merci Brice. Y a-t-il des questions? Oui. Oui, concernant le marché, j'ai cru entendre par M. Walter que ça n'allait pas être seulement un marché, que ça allait aussi servir de manifestation. Mais il me semble que la médiathèque, quand elle sera ouverte et fonctionnelle, ça devait servir aussi pour ça? Ou alors j'ai pas bien compris, hein, mais parce qu'on a installé des rideaux métalliques pour d'autres manifestations, enfin pour autre chose que le marché, si j'ai bien entendu. Attends. Non? Là, vous avez suscité la bataille entre ceux qui veulent répondre, donc tout le monde veut répondre. Oui, je pense que Nathan, non, mais je vais laisser Nathan répondre. Ça sera. Mais j'ai effectivement, non, je maintiens ce que j'ai dit. Il y a d'autres. En fait, les halles vont accueillir. En tout cas, c'est une volonté d'autres, et c'est déjà le cas. Hein, enfin, ça a déjà été le cas depuis 2 ans. Ça accueille déjà d'autres manifestations que purement de la vente de fromage ou de boucherie, dans le cas des soirées des halles, mais je vais laisser Nathan en parler mieux que moi. Quel enchaînement. Bonsoir. Effectivement, les travaux permettent
avec les rideaux métalliques qui ont été installés, de pouvoir isoler certaines parties du marché qui ne sont pas utilisables pendant les manifestations qu'on organise. Et effectivement, ça permet de pouvoir organiser notamment les soirées des halles qu'on a proposées plusieurs fois les années précédentes. Alors pas cette année pour des raisons de travaux, tout simplement. Et qui avait bien fonctionné. On en a fait 3 ou 4. C'est des événements culturels dans lesquels on installe une scène, on a des concerts, on a des food trucks, on a une offre de restauration. Et l'idée, en utilisant le marché de cette façon, c'est de pouvoir organiser des événements au cœur du centre-ville pour faire venir du monde, pour le faire vivre. Donc c'est quelque chose qu'on va essayer de poursuivre par la suite. Et puis par ailleurs, sur le volet vie économique, il y aura également le samedi ou les week-ends d'autres événements en dehors du marché habituel le mardi et le vendredi pour proposer des halles gourmandes, etc. Donc ça va au-delà du marché des mardis et des vendredis. Ça se complétera d'événements qui ont déjà existé, mais qui seront dans une forme un peu plus agréable avec les nouveaux aménagements qui ont été mis en place, et le volet vie économique, mais qui du coup n'a pas de lien avec l'espace culturel, qui lui, dans lequel il y aura des événements culturels. En fait, enfin, ça n'a pas tellement de lien, et c'est pas totalement les mêmes événements qui vont avoir lieu dans les deux établissements. Une dernière question. Oui, donc le rideau métallique aurait pu être pensé avant, si c'était la poursuite des années précédentes. Parce que là, c'est ce que M. Walter disait, c'est par rapport au fait qu'il y a des événements qui vont se mettre au-delà, enfin, du marché couvert, qu'on a installé du coup des rideaux métalliques et qui ont fait des frais supplémentaires. Donc, Non, alors en fait les événements qu'on a fait, comme par exemple les soirées des halles, il n'y avait justement pas de rideau. Et c'était une des problématiques qu'on avait, c'est que quand il y avait par exemple un concert, en fait ils étaient directement dans les étals des commerçants à l'arrière, et ce qui en soi en termes sanitaires ou en termes de fonctionnement ou en termes de sécurité n'était pas forcément pertinent. Donc si on voulait vraiment rendre très efficient le fonctionnement du marché couvert dans un format plutôt événementiel, il fallait effectivement séparer la pièce en deux, et donc c'est là qu'on a rajouté un rideau métallique qui est donc électrifié, tout ça, donc pour ça, enfin électrisé, commandable électriquement, automatisé, merci, parce qu'il serait électrique, je vous poserai quelques questions. Donc voilà, donc c'est vraiment pour la praticité en tout cas de l'espace. Hein, et parce que c'est vrai que c'est un gros budget en fait. C'est une volonté aussi de bien segmenter, parce qu'on a aussi comme un vrai sujet sanitaire dans ces marchés, donc on veut vraiment éviter que sur certaines zones, que tout le monde puisse y aller, quoi. Voilà, c'est un peu ça l'intérêt. Et donc je rejoins aussi Nathan, hein, c'est vraiment l'espace culturel et le marché couvert, c'est deux équipements qui auront leur propre vie, leur propre fonctionnement, et qui ont des objectifs totalement différents. C'est-à-dire que le marché couvert reste un équipement public pour la vie économique et tout ce qui tourne autour en gros du commerce et la promotion du commerce, par le biais d'actions culturelles ou autres. Et l'espace culturel est clairement un lieu de culture, et c'est vraiment exclusivement sur de la culture. Merci. Alors, je me suis peut-être mal exprimé, mais quand je parlais du plus gros avenant pour la société SEDG, c'est pas uniquement les 62 000 €, c'est pas uniquement les rideaux métalliques. Hein. Enfin, vous avez le détail des montants dans les annexes. Les rideaux métalliques, fourniture et installation, c'est 1 400 €. Le gros, en fait, hein, de l'avenant de SEDG, qui est donc le titulaire du lot électricité, c'est la mise en place... En fait, c'est l'installation d'un compteur tarif bleu, tarif jaune, donc ça c'est un coût quasiment de 10 000 €. Alors pourquoi ça? En fait, c'est qu'aujourd'hui sur l'esplanade, on n'a quasiment pas de capacité électrique. Enfin, on a une capacité électrique qui est de l'ordre de quelques kilos, qui a été pensée il y a peut-être 20 ou 30 ans et qui ne permet plus aujourd'hui, par rapport aux équipements qu'on pourrait amener, d'avoir assez de puissance. Donc on a anticipé justement pour d'autres manifestations dans cette zone et dans le centre-ville, de pouvoir avoir un tableau électrique qui permettait de passer plus tard à un tarif jaune si on avait d'autres besoins. Aujourd'hui, on a un tarif bleu et on a anticipé, donc le tableau électrique est dimensionné aujourd'hui pour accueillir plus de puissance, donc justement pour permettre d'autres choses. On a le contrôle d'accès qui coûte 13 562 €. Les coffrets de prise dont je vous ai parlé, etc. Donc les rideaux métalliques, on n'est vraiment pas là sur le... Ça aurait été dommage de s'en priver, parce qu'aujourd'hui, ça permet en fait de quasiment de ne pas permettre d'accéder à aucun des stands, hormis la boucherie en entrant à droite, et c'est tout d'ailleurs, puisque ensuite le
Le côté gauche, c'est plutôt un bar. Aujourd'hui, c'est un bar qui est utilisé par un artisan local d'ailleurs de bière, mais qui peut en événementiel être utilisé comme un bar tout court. Et la partie du milieu où il y a le maraîcher qui s'installe donc le vendredi, qui lui, il a des tables démontables qu'on peut pousser au fond et justement derrière les rideaux. Donc ça avait vraiment un intérêt. Les dernières on bricolait, il y a 2 ans on bricolait, on avait mis des panneaux qui servaient pour les élections, des panneaux gris qui sont en plus un peu qualitatifs et qui potentiellement s'abîment. Donc on voulait vraiment une solution pérenne et facile d'installation. Donc merci, je pense qu'on était exhaustif. Donc je vois que le marché couvert est un sujet de débat. Donc dernière question. Voilà. C'est bon, je vous remercie. Merci pour ces explications. Mais au-delà du fond, moi ce qui m'intéresse, c'est l'aspect financier et comptable. Je remarque qu'on a un avenant qui nous fait augmenter le coût de 20%. On espère qu'on n'aura pas d'autres avenants, ça commence à revenir cher, surtout que je pense qu'on n'a pas eu le décompte général définitif, c'est-à-dire que ce marché est évidemment ni clos juridiquement, ni clos financièrement, et on sait très bien que l'exécution financière d'un marché public a des répercussions bien après les travaux. Donc on vous demandera évidemment le bilan financier en temps et en heure. Je voudrais savoir quel est le taux de subventionnement du marché, on en est où? C'était Paris-Saclay, je crois, et j'aurais 2 éléments. Quelle était la base notifiée par Paris-Saclay et quel est le taux de subventionnement? Parce que plus le marché, si on a un premier avenant et si on a un deuxième avenant, le marché va augmenter, mais il est clair que dans ces moments-là, dans ces situations-là, le débiteur financeur ne finance plus. Donc je voudrais savoir où on en est aujourd'hui sur le financement par Paris-Saclay. Merci. On vous redira précisément, mais on vous donnera vraiment les comptes définitifs avec les subventions. Voilà. Mais alors, on avait déjà débattu la dernière fois sur les... voilà, juste un tout petit complément, mais on vous donnera vraiment les chiffres détaillés. Il y a le SIC et il y avait une subvention de l'AGLO aussi. Non, c'est le SIC, l'AGLO, et on avait aussi la DESIL de l'État qui avait aussi financé une partie. Voilà, la DESIL, oui. Ah, d'accord. Paris-Saclay et la DESIL. Donc, nous allons procéder au vote. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Donc, la délibération numéro 14 est adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 15, l'attribution de subventions de projet à l'association SIM. Et je passe la majorité, pardon. Je passe la parole donc pour le projet de délibération numéro 15 à l'attribution de subventions de projet à l'association SIM. Je passe la parole à Nathan Fabreau. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, il s'agit d'une attribution de subvention de projet pour l'association SIM. Comme à chaque fois, les subventions, on le répète à chaque fois, les subventions constituent des contributions allouées par les autorités administratives dans un objectif d'intérêt général à des personnes morales de droit privé pour la réalisation d'une action, d'un projet d'investissement ou le financement global d'une activité. La somme versée ne peut excéder le coût de mise en œuvre du projet ou du fonctionnement, et une subvention doit être utilisée conformément à l'objet pour lequel elle a été accordée, et l'emploi des fonds reçus doit pouvoir être justifié. Par ailleurs, en application de l'article L2311-7 du Code général des collectivités territoriales, les subventions attribuées sous réserve que les conditions doivent être approuvées par une délibération distincte du budget. Pour rentrer dans le cœur du sujet, il s'agit d'une subvention pour projet pour l'association SIM, qui a un projet d'achat de logiciels. Pour rentrer plus dans le détail, ce sont des logiciels de graphisme qui sont très utiles à l'association, car l'association à la fois donne des cours de graphisme à ses adhérents pour être en autonomie sur ces outils, mais aussi c'est intéressant parce que l'association produit des éléments graphiques et par exemple des affiches pour les autres associations, comme l'affiche de SpinArt. Donc c'est un soutien à un projet qui sert à la fois à l'association mais aussi à la vie associative d'Épinay. Et il est proposé d'attribuer une subvention à hauteur de 700 €. Et c'est donc, je vous invite à voter favorablement pour ce projet. Merci Nathan pour cet exposé. Y a-t-il des questions?
Donc nous allons procéder au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote à l'unanimité? Et l'unanimité a voté pour. Voilà, donc désolé, j'ai anticipé l'unanimité. Merci, désolé. Donc nous allons passer à une délibération beaucoup plus sérieuse, et là je demande un peu de concentration à tous, il nécessite un peu d'attention en tout cas. Donc on va présenter la délibération numéro 16 qui est relative à la fixation des modalités de mise en œuvre de la gestion en flux des réservations de logement social par la commune d'Épinay-sur-Orge. Et donc je passe la parole à Sylvie Panzani. Merci, je vais m'efforcer d'être claire. Alors il s'agit donc à savoir que les règles de financement des opérations qui concernent le logement social permettent à une collectivité publique, donc qu'elle soit collectivité, donc comme une ville, l'État, Action Logement, les employeurs, etc., d'octroyer une aide directe ou indirecte. Et ça permet à ces personnes morales d'être réservataires et ainsi de contracter des droits de réservation des logements sociaux auprès des organismes de logement social, autrement dit les bailleurs, en contrepartie soit d'un apport de terrain, soit d'un financement ou d'une garantie d'emprunt, comme peut le faire la commune d'Épinay. Ces droits donc de réservation s'exercent soit à la mise en location initiale, donc à la livraison du logement, ou ultérieurement au fur et à mesure de la vie du logement. Ces droits de réservation sont formalisés par une convention de réservation qui est signée entre le bailleur et le réservataire, donc soit la collectivité, ceux qui ont des droits de réservation. Cette convention définit les modalités pratiques de la mise à disposition des logements concernés. Donc, l'attribution des logements libres qui en résulte s'articule actuellement, en tout cas jusqu'ici, autour des modalités de la gestion dite en stock, qui porte sur un patrimoine de logements identifié dans le parc social d'un bailleur. Ce mode de gestion du contingent, quel qu'en soit le réservataire, consiste à identifier des logements, les lister, qui, lorsqu'ils sont libérés ou livrés, ils sont mis à disposition du réservataire, et le réservataire propose des candidats pour ces logements. Donc, la recevabilité des candidatures qui sont proposées par ce réservataire, en fonction soit de la typologie du logement, donc le nombre de pièces, soit de la composition du foyer et de ses ressources, sont examinées par une commission d'attribution de logement qui, elle seule, est souveraine dans la décision quant au classement d'attribution du logement. Donc ça, c'est la situation actuelle de la gestion en stock. Par la loi dite Élan, votée le 23 novembre 2018, qui porte évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, l'État a considéré qu'avec cette gestion en stock, l'offre disponible pour un réservataire est tributaire de l'historique des programmes, donc du patrimoine et d'un historique d'un contingent, quel qu'il soit, qui cristallise les choses. Cela est considéré comme une rigidité pour la gestion du parc social et il a été constaté des freins dans la mobilité résidentielle, dans la mixité sociale, alors que les caractéristiques du parc, le profil des demandeurs et les objectifs de mixité sociale peuvent évoluer au fur et à mesure de la vie d'un patrimoine du bailleur. Il a été jugé ainsi qu'un logement libéré peut ne pas répondre à la demande de logement au tenté, du fait soit de sa localisation, de sa typologie, alors qu'il aurait pu répondre à une demande émanant d'un autre contingent, donc d'un autre réservataire, pour un même parc social. C'est donc pour répondre à cette considération et ce besoin de plus grande souplesse que la loi Élan généralise le passage à la gestion en flux à rythme annuel des droits de réservation des logements locatifs sociaux. Et donc cette loi Élan prévoit que cette gestion en flux s'appliquera de manière obligatoire pour toutes les réservations de logements sociaux, quel que soit le territoire et le réservataire, donc y compris pour l'État. Comme je l'indiquais, là, les objectifs recherchés sont améliorer, apporter plus de souplesse pour la gestion du parc social, optimiser l'attribution des logements disponibles à la demande exprimée, faciliter une mobilité résidentielle et favoriser une mixité sociale,
Il s'agit également de renforcer le partenariat entre les bailleurs et les réservataires, puisqu'il y a une clause de revoyure annuelle, contrairement à la gestion en stock qui est, je dirais, fixée au départ. Donc l'échéance initialement fixée au 24 octobre 2021 a été repoussée au 24 novembre 2023 par la loi 3DS. Donc on arrive à cette échéance. Pour la mettre en place, un décret du 20 février 2020 relatif à la gestion en flux des réservations de logements locatifs sociaux précise les modalités de mise en œuvre donc par convention. Donc dans la convention, on doit trouver l'échelle de la convention de réservation selon un modèle normé. Donc les conventions sont normées. Elles comprennent le calcul du flux annuel. Les logements, elles prévoient les logements qui ne feront pas partie de cette assiette de flux. Ils sont listés. Ils concernent notamment le logement étudiant, les logements voués à la démolition ou à la vente par le bailleur et les logements sollicités pour les relogements dans le cadre des opérations de rénovation urbaine ainsi que pour les cas d'urgence. Donc la commune d'Épinay, qui dispose de droits de réservation identifiés en stock sur près de 115 logements locatifs sociaux, implanté sur le territoire de la commune, a entamé des négociations avec chacun des 7 bailleurs concernés, conformément à l'échéance de passage à la gestion en flux. Ces négociations visent à déterminer un coefficient de rotation annuel avec chacun de ces bailleurs. Donc, le décret a mis l'accent sur la liberté de négociation entre chaque bailleur et les réservataires, donc la commune pour le contingent communal. Ce qui permet une meilleure souplesse conformément à l'esprit de la loi. Donc, pour respecter l'échéance contrainte fixée par le législateur, il est proposé à l'Assemblée d'accepter la méthodologie suivante, qui est d'approuver le principe du modèle de la convention bilatérale de conversion qui est annexée, dont le cadre général a été établi par la DRIL, donc Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement, par l'AORIF et par Action Logement Service. Donc, de donner mandat à Monsieur le maire ou son représentant de poursuivre les négociations engagées avec chacun des 7 bailleurs en vue de la consolidation de chacune des conventions à décliner. Il y aura pour chaque bailleur une convention spécifique qui déterminera un taux annuel de rotation. Et enfin, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer chacun des actes qui en découlera. Vous avez prévenu, hein, c'est compliqué. Merci. Y a-t-il des questions? On est tous sciés. Monsieur Blottière, je vous sentais des fois parfois beaucoup plus prolixe dans les questions. Je vois que... Non, mais on n'insiste pas. Voilà. On n'insiste pas. Après, sur le caractère compliqué de cette délibération, il y a quand même un fond qui est quand même important. Et c'est un sujet qu'on va parler beaucoup dans les mois, années à venir. Donc voilà, il est important en tout cas qu'on se l'approprie tous, parce que c'est, voilà, je répète, hein, c'est un sujet important. Donc, je savais bien, je vous ai suscité la question, donc, désolé. Donc nous allons procéder au vote s'il n'y a pas de questions. Donc qui vote contre, qui s'abstient, qui vote pour. Donc la délibération numéro 16 est approuvée à l'unanimité. Nous allons passer à la délibération numéro 17 relatif à la demande de garantie d'emprunt. 17, ouais. Demande de garantie d'emprunt de la société HLM CDC Habitat Social. Je donc passe la parole à Sylvie Panzani. Je poursuis. Alors, par courrier daté du 18 novembre 2020 et du 1er septembre 2021, la SAHLM CDC Habitat Social a sollicité la commune pour l'instruire d'une demande qui vise à apporter une garantie d'emprunt à hauteur de 50% pour la construction de 7 logements sociaux qui sont situés 1 rue du Breuil et 16 rue de l'Église. Donc, par courrier, la commune y a répondu favorablement sur le principe, à la condition de la validation conjointe par le conseil municipal sur la base d'un contrat de prêt signé avec la Banque des Territoires.
Donc une première proposition avait été formulée, mais du fait du non-respect de la répartition égale des garants, à savoir 50-50, cette première version n'a pas été validée puisqu'elle n'est pas conforme au pacte communauté d'agglomération Paris-Saclay qui prévoit une égale répartition des garants. Donc par courriel, par un mail en date du 5 septembre 2023, la SAHLM a transmis les éléments corrigés, et ce qui a permis de poursuivre la procédure. Donc ces logements, donc ces 7 logements